Mon frère a eu une relation avec ma fiancée et ma famille s'est rangée de son côté. Alors, au lieu de supplier, j'ai fait table rase. Je les ai tous exclus de ma vie, les laissant me voir triompher sans eux. Je m'appelle Adrien, j'ai 31 ans et je suis ingénieur en aérospatial. J'ai un bon poste, des revenus stables et je suis le genre de personne qui planifie à l'avance et exécute sans improviser. J'ai toujours été comme ça, ordonné, méthodique, les pieds sur terre. Ma fiancée Chloé et moi étions ensemble depuis 4 ans. Nous nous étions rencontrés par des amis communs, et nous étions sortis ensemble 1 an avant que je ne la demande en mariage. Elle travaillait comme coordinatrice d'événements, ce qui me semblait parfait pour organiser un grand mariage, et ça l'était, du moins en théorie. Nous avions tout préparé, 150 invités, une cérémonie dans un domaine en Provence, ce genre de mariage. Des acomptes non remboursables partout, le lieu de réception, le traiteur, le photographe, l'hôtel, la réservation des chambres pour les invités, tout ce qu'il y a de plus typique. Nous n'étions pas de ces couples qui passent leur temps à publier sur les réseaux sociaux à quel point leur vie est merveilleuse, mais je pensais que nous étions solides. Ou du moins, c'est ce que je me répétais chaque fois que j'ignorais certaines petites choses. Des choses comme Chloé qui retournait son téléphone face vers le bas dès que j'entrais dans une pièce, ou comme mon frère Romain qui apparaissait toujours par hasard quand je travaillais tard au bureau à la Défense. Romain, mon petit frère, 28 ans, agent immobilier, sans exagérer, un échec professionnel ambulant. Le genre de type qui était toujours à un pas de réussir et à 2 pas de tout faire s'effondrer. Il avait fait échouer 3 entreprises différentes, il avait une suspension de permis pour conduite en état d'ivresse à son actif, et pourtant, pour mes parents, Romain était le fils préféré, l'enfant prodige. Moi, en revanche, j'étais le garçon stable, le responsable, celui qui trouvait des solutions. Celui qui, l'année dernière, avait prêté 35 000 € à mon père pour empêcher son agence de gestion immobilière de couler après que Romain l'ait presque détruite avec ses investissements intelligents. Voilà le tableau. Une dynamique familiale typique, n'est-ce pas? Le fils sérieux et le fils à problème à qui on pardonne toujours tout. Et puis mardi dernier est arrivé. J'étais dans l'appartement de Chloé, dans le 15e arrondissement, pour l'aider à faire ses valises pour notre lune de miel. Elle était sous la douche, chantant faux sur une playlist. Je pliais les vêtements. Oui, je plie les vêtements, ne me jugez pas. À un moment donné, son iPad a vibré sur la table basse. Il était synchronisé avec son téléphone. J'ai jeté un coup d'œil par réflexe, rien de plus, mais l'aperçu du message m'a glacé le sang, ce soir, une dernière fois avant qu'il ne t'enferme pour toujours, suivi d'un emoji de visage moqueur. Le nom du contact, Romain, mon frère. À cet instant, j'aurais dû ressentir quelque chose, de la rage, de la douleur, ou quelque chose d'humain. Mais non. Mon esprit s'est éteint émotionnellement et est devenu froid, analytique, comme si j'étais soudainement en train d'analyser un rapport technique. J'ai pris l'iPad, j'ai ouvert les messages, il n'y avait pas de mot de passe car nous nous faisions confiance. Ce que j'ai vu là n'était pas un malentendu, ce n'était pas une conversation douteuse, ce n'était pas un flirt. C'était 7 mois. 7 mois de messages, de confirmations d'hôtels, de photos que je ne décrirai pas, de plans organisés autour de mes horaires de travail, de rendez-vous dans des endroits que j'avais moi-même recommandés à Chloé. Et le plus écœurant de tout, ils utilisaient la carte bancaire que je lui avais donnée pour les dépenses du mariage pour réserver des chambres. Mais ce qui a fini de briser quelque chose en moi, ce ne sont pas les photos, c'est un message vocal datant de 3 jours auparavant. J'ai appuyé sur lecture. J'ai entendu le rire de Chloé, ce même rire que j'entendais tous les matins. Mon Dieu, tu imagines sa tête s'il savait, disait-elle. Adrien est là-bas, à planifier des compositions florales, pendant que nous vivons notre propre film. Il est tellement naïf. Puis la voix de Romain, arrogante, il le mérite, monsieur parfait. Qu'il est son mariage ennuyeux, nous saurons la vérité. Ensuite, encore des rires. J'étais assis sur son canapé. L'eau de la douche continuait de couler. Je suis allé dans la chambre et quelque chose de fondamental a changé en moi. Je ne me sentais pas détruit, je ne me sentais pas triste. Je me sentais calculateur. J'ai sorti mon téléphone, j'ai créé un nouveau dossier dans le cloud et j'ai commencé à sauvegarder des preuves. Capture d'écran après capture d'écran, conversation, photos, reçu, réservation, date, horaire. J'ai téléchargé le message vocal.
J'ai tout sauvegardé 2 fois. 7 mois de preuves organisées avec des horodatage. La douche s'est arrêtée. J'ai fermé l'iPad, je l'ai laissé exactement là où il était et j'ai continué à plier ses vêtements. Chloé est sortie enveloppée dans une serviette, les cheveux attachés, souriant comme si de rien n'était. Tu es si adorable, mon amour, je ne te mérite pas. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des mois. Ce n'est rien, ai-je répondu, nous allons dîner au restaurant thaïlandais que tu aimes. Nous sommes allés dîner. Je l'ai vu me mentir en face sur des détails du mariage, je l'ai vu écrire à Romain sous la table pendant que je faisais semblant de ne rien remarquer. Elle m'a parlé de sa soirée entre filles du jeudi, la même soirée où Romain avait bloqué son calendrier avec une prétendue visite de terrain. J'ai acquiescé, j'ai souri, j'ai payé l'addition, je l'ai ramenée chez elle, je l'ai embrassée sur le pas de la porte. Elle m'a regardé avec des yeux doux, j'ai hâte de me marier avec toi. Moi aussi, ai-je dit. Quand je me suis assis dans ma voiture, je suis resté 5 minutes sans pleurer, sans trembler, sans m'effondrer. Juste à penser. Parce que la trahison fait quelque chose de très spécifique, elle vous montre qui sont vraiment les gens, pas qui vous vouliez croire qu'ils étaient. Chloé était une menteuse qui me croyait stupide. Romain était un lâche qui se croyait intelligent. Et moi? J'en avais assez d'être le type stable, compréhensif, celui qui arrange toujours tout. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le calendrier. Le lendemain, c'était le dîner de famille avant le mariage chez mes parents, dans leur pavillon à Saint-Germain-en-Laye. Tout le monde allait être là, Chloé, Romain, ma mère, mon père, et même les parents de Chloé. J'ai envoyé un message à Chloé, j'ai tellement hâte au dîner de demain, je ne le manquerai pour rien au monde. Elle a répondu instantanément, je t'aime mon cœur, avec un emoji cœur rouge. J'ai regardé ce cœur un bon moment, puis j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai commencé à rédiger un message pour mon avocat. La nuit suivante allait être intéressante. Mercredi soir, chez mes parents. La table était mise pour 10. Je suis arrivé exactement à l'heure. Chloé était déjà là, aidant ma mère dans la cuisine. Romain était sur la terrasse avec mon père, une bière à la main, en train de rire de quelque chose. Les parents de Chloé, Didier et Hélène, étaient dans le salon à discuter de tout et de rien. Tout semblait confortable, normal, comme si tout était parfaitement en ordre. Je portais un porte-document en cuir sous le bras. Chloé m'a embrassé sur la joue, voilà mon beau fiancé. Romain a levé sa bière de l'extérieur, j'ai levé ma bouteille d'eau. Nous nous sommes assis pour dîner. Ma mère avait fait son bœuf bourguignon, celui qu'elle prépare toujours pour les grandes occasions. Tout le monde parlait du mariage, de la cérémonie, du voyage, de la lune de miel. Les parents de Chloé me remerciaient de prendre soin de leur fille. J'ai mangé lentement, je les ai laissés parler, j'ai attendu le moment exact. Le dessert est arrivé, une tarte aux pommes. Ma mère la coupait, passait les assiettes. J'ai posé ma fourchette sur l'assiette avant d'y goûter. Avant que nous ne terminions, j'ai besoin que vous fassiez tous quelque chose pour moi. La table est devenue silencieuse. Tous les regards se sont posés sur moi. Mettez vos téléphones sur la table, face vers le haut. Chloé a laissé échapper un petit rire nerveux. Adrien, quoi? Fais-moi ce plaisir. Un par un, ils ont obéi. Mes parents avaient l'air confus. Didier et Hélène semblaient inquiets. Chloé tremblait légèrement en posant le sien. Romain a mis 3 secondes de plus que la normale. J'ai vu comment sa mâchoire s'est crispée. J'ai ouvert le porte-document, j'ai sorti des impressions des captures d'écran et je les ai mises au centre de la table, comme si je présentais un rapport trimestriel. J'ai regardé Romain directement, a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Son visage est devenu blanc, de quoi tu parles? Je n'ai pas répondu, j'ai juste étalé les feuilles, messages, reçus d'hôtel, date, horaire. 7 mois classés chronologiquement. Chloé a fait un bruit étouffé, entre un gémissement et un sanglot. Romain s'est reculé, mais enfin Adrien, reprends-toi. Il s'est assis. Ma mère a pris une feuille, l'a lue et l'a reposée comme si elle brûlait. Adrien, peut-être devrions-nous. Je n'ai pas fini. Ma voix était égale, contrôlée. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le message vocal et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Chloé a rempli la salle à manger. Mon Dieu, tu imagines sa tête s'il savait? Adrien est là-bas, à planifier des compositions florales, pendant que nous vivons notre propre film. Il est tellement naïf.
La voix de Romain, il le mérite, monsieur parfait. Qu'il est son mariage ennuyeux, nous saurons la vérité. Là, j'ai arrêté l'audio. Le silence était lourd, étouffant. Hélène pleurait. Didier semblait sur le point de renverser la table. Mon père regardait Romain comme s'il le voyait pour la première fois. Chloé a été la première à réagir, les larmes coulant rapidement. « Adrien, s'il te plaît, je peux t'expliquer. C'était une erreur, j'étais confuse, il m'a cherché. 7 mois, ai-je dit. 43 visites dans des hôtels, j'ai compté les reçus. Ce n'est pas de la confusion, c'est un schéma. » Romain a finalement pris la parole. « Tu fais un spectacle, ce n'est pas le moment. » J'ai ri, un rire sec, court. « Quand est-ce le moment, Romain? À l'hôtel? Pendant la lune de miel? » J'ai pris une inspiration sans changer de ton. Elle t'aidait à tout planifier pendant qu'elle te trompait avec lui. Mon père s'est levé. « Adrien, assieds-toi. Nous allons parler calmement. » Je suis calme, papa. Ma mère a tendu la main sur la table. « Ces choses arrivent, vous êtes jeune. Tu exagères. » Le mot était lâché, exagère. J'ai regardé ma mère, je l'ai vraiment regardée. Répète. Adrien, je sais que tu es blessé, mais tu exagères. J'ai senti quelque chose de froid traverser ma poitrine. Tu penses que j'exagère? Mon père s'est interposé. Ton frère a fait une erreur. Mon frère a eu une relation avec ma fiancée pendant 7 mois pendant que j'organisais un mariage et que je maintenais ton entreprise à flot. Ce n'est pas une erreur, c'est une décision. À ce moment-là, j'ai arrêté de l'appeler maman. Dans ma tête, je l'ai vue pour ce qu'elle était, Sylvie. Sylvie a secoué la tête avec ce faux calme. Les liens du sang sont plus forts que tout. Romain reste ton frère. Elle a fait une pause, a regardé Chloé, a regardé Romain et s'est ensuite tournée vers moi. Peut-être que reporter le mariage nous donnera le temps de guérir. Ne pas annuler, reporter. Comme si j'allais encore me marier avec elle. Je me suis levé, j'ai ramassé chaque feuille, chaque reçu, chaque capture d'écran et je les ai remis dans le porte-documents. Je suis venu aujourd'hui en espérant que vous me prouveriez que j'avais tort, ai-je dit, que vous choisiriez ce qui est juste au lieu de ce qui est facile. J'ai regardé mes parents, vous ne l'avez pas fait. J'ai regardé Chloé, le mariage est annulé. Demain, tu recevras des documents de mon avocat. Ne me contacte pas. J'ai regardé Romain, profite de ce que tu penses avoir gagné, ça ne durera pas. J'ai regardé à nouveau mes parents, vous l'avez choisi, lui. Vivez avec ce choix. Puis j'ai regardé Didier et Hélène, je suis désolé que vous ayez eu à voir ça. Je m'occupe d'annuler les prestataires, vous ne perdrez pas d'argent. Didier a hoché la tête les larmes aux yeux, Adrien, je suis désolé. Ce n'est pas de ta faute. Je suis sorti, je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans la voiture. Mon téléphone a commencé à exploser immédiatement, appel de Chloé, de Romain, de Sylvie, message. Je suis resté assis dans la voiture, moteur éteint, et j'ai ouvert mes contacts. Un par un, j'ai commencé à bloquer les numéros. Sylvie, bloqué. Gérard, bloqué. Romain, bloqué. Chloé, bloqué. 3 cousins demandant ce qui se passait, bloqué. Un oncle disant qu'il fallait parler, bloqué. J'ai bloqué 14 personnes en 5 minutes. Le téléphone est finalement devenu silencieux. J'ai démarré la voiture et j'ai conduit vers le seul endroit où il ne pouvait pas me suivre, le cabinet de mon avocat. Il avait des horaires d'urgence, j'avais déjà appelé. Il était temps de démonter tout ce qu'il croyait savoir. Mon avocat s'appelle Maître Dubois, il a 62 ans, il gère les contrats d'entreprise et le droit de la famille. Il ne perd pas de temps avec des amabilités. Il m'attendait à 21h, avec ses lunettes de lecture sur le nez et un dossier juridique ouvert. « Montrez-moi tout », a-t-il dit. Je lui ai tout montré, capture d'écran, reçu, message, preuve. Maître Dubois prenait des notes, posait des questions, ne réagissait pas au contenu, il traitait simplement l'information. Au bout de 20 minutes, il s'est adossé, « Vous voulez une sortie propre ?» Oui. La maison ? L'acte de propriété est uniquement à mon nom, je l'ai acheté il y a 2 ans, avant nos fiançailles. Elle a emménagé l'année dernière. Compte joint. Jamais. Finances séparées, compte courant séparé, épargne séparée. Je suis de la vieille école.
Maître Dubois a presque souri, bien joué. La bague? C'était un cadeau conditionnel aux fiançailles, je la veux en retour. Vous la récupérerez, elle n'a aucun droit légal si les fiançailles sont rompues. Il a tourné la page, l'investissement dans l'entreprise de votre père? J'ai les documents. J'ai sorti un autre dossier, reconnaissance de dette signée et notariée, conditions, trace du virement de 35 000 €. Il était censé me rembourser en 12 mois, ai-je dit, ça fait déjà 14 mois. Maître Dubois a acquiescé, nous pouvons exiger le paiement. Ça va faire mal à sa trésorerie, mais c'est applicable. Parfait. Maître Dubois m'a regardé par-dessus ses lunettes, autre chose? J'ai pensé à Romain. J'ai pensé à la façon dont il s'était vanté à Noël qu'un jour il hériterait de mes parts quand mon père prendrait sa retraite. J'ai pensé aux accords qu'il avait conclus, croyant que mon capital serait toujours dans l'entreprise. Je veux me retirer complètement. Maître Dubois est resté immobile, ça va tout déstabiliser. Je sais. Vous êtes sûr, a-t-il demandé. Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Je suis sûr. Il m'a fait signer une convention d'honoraires, ce que j'ai fait. Nous avons passé une autre heure à planifier la stratégie, annulation des prestataires, protection des actifs, lettre officielle à Chloé pour rompre les fiançailles. Je suis sorti de son cabinet à 23 h avec un plan clair. Je n'ai pas dormi. Je n'en avais pas besoin. Jeudi matin, 8 h pile. J'ai pris un jour de congé personnel au travail, le premier en 2 ans. Premier appel, le domaine de réception. J'étais le titulaire du compte parce que Chloé disait toujours qu'elle était débordée par les mariages de ses clients. J'ai annulé. Ils ont essayé de garder la compte, j'ai cité la clause d'annulation pour circonstances personnelles imprévues et j'ai menacé d'une action en justice. Ils m'ont remboursé 80%. Ça m'a suffi. Deuxième appel, le traiteur, annulé. Le fleuriste, annulé. Le photographe, à ma grande surprise, s'est même réjoui, disant qu'il pouvait prendre une autre réservation. Le gâteau, annulé. Le quatuor à cordes, annulé. La réservation des chambres d'hôtel, annulée. Après chaque annulation, j'ai changé les mots de passe, les questions de sécurité et j'ai bloqué les accès. À 10h30, le mariage n'était plus qu'un fantôme. Mon téléphone était sur ne pas déranger, mais je voyais les notifications s'accumuler, 43 appels manqués, plus de 60 messages. Je n'en ai lu aucun. À midi, je suis entré dans la banque, j'ai demandé le retrait des 35 000 € de l'entreprise de mon père. Le contrat était solide, Maître Dubois l'avait vérifié l'année précédente. Légalement, je pouvais l'exiger. Le directeur de la banque a traité l'opération en silence, c'est un retrait important, tout va bien. Je réorganise juste mes investissements, ai-je dit. L'argent est arrivé sur mon compte d'épargne dans l'heure. Je savais ce que ça allait provoquer. L'entreprise de mon père était déjà tendue, Romain avait fait des promesses aux investisseurs, il avait contracté des prêts basés sur une croissance projetée. Une croissance qui dépendait de mon capital. Quand je l'ai retiré, le château de cartes allait s'effondrer. Pas ce jour-là, mais bientôt. Cet après-midi-là, Chloé a essayé de sauver le mariage, je l'ai appris plus tard. Elle a appelé le domaine en utilisant des contacts de son secteur, essayant de joindre la direction, ils l'ont renvoyée vers le titulaire du compte, moi, elle ne pouvait donc rien faire. Elle a essayé avec la fleuriste, la même chose. Le photographe m'a envoyé la capture d'écran d'un email d'elle, il y a eu un malentendu, le mariage est toujours prévu, veuillez ignorer toute annulation. Le photographe lui a répondu, sur les instructions du titulaire du contrat, l'événement est annulé. Si vous souhaitez reprogrammer, vous aurez besoin de son autorisation. Chloé a envoyé 47 messages ce jour-là. Je le sais parce que j'ai vérifié une fois le dossier des numéros bloqués juste pour confirmer. Je n'en ai lu aucun. Le vendredi après-midi, Sylvie est apparue chez moi. J'ai vu sa voiture par la fenêtre, je l'ai vue descendre, marcher jusqu'à la porte et frapper. J'étais sur le canapé, avec un casque à réduction de bruit, mon ordinateur portable ouvert. Elle a frappé plus fort, puis a sonné à la porte. J'ai entendu sa voix étouffée, « Adrien, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Tu détruis ta famille pour une erreur. C'est cruel. » J'ai monté le volume de mon casque. Elle est restée 20 minutes, puis elle est partie. Sur mon ordinateur portable,
un email que j'avais reçu 3 mois plus tôt était ouvert. Objet, opportunité au niveau de directeur, système de défense aérospatiale. À l'époque, je l'avais refusé, Chloé et moi planifions le mariage, déménager dans une autre région était compliqué. Maintenant, je l'ai relu calmement, directeur de l'intégration des systèmes, augmentation de salaire de 60%, prime de déménagement incluse. Une autre grande ville à plus de 1000 km. Date de début flexible, quand vous serez prêt, idéalement dans les 90 jours. J'ai répondu, le poste est-il toujours disponible? Je peux commencer dans 3 semaines. J'ai cliqué sur envoyer. En attendant la réponse, j'ai ouvert un autre onglet, des appartements à Toulouse. Des tours avec vue sur la ville, des endroits où personne ne connaîtrait mon histoire, des endroits où je pourrais tout recommencer à zéro. Mon téléphone a vibré. Ce n'était pas un appel, c'était un email, Adrien, oui, le poste est à vous. Bienvenue dans l'équipe. Lundi, nous nous occupons de la logistique. J'ai regardé cet écran pendant un long moment. Ensuite, j'ai ouvert un site immobilier et j'ai mis ma maison en vente, 4 chambres, état impeccable, quartier recherché. Elle a été vendue en 6 jours. 2 semaines après le dîner, j'étais debout dans une maison vide. Les acheteurs ont conclu rapidement, offre au comptant, sans inspection, sans condition, 15% au-dessus du prix. Ils arrivaient de l'étranger et avaient besoin de déménager tout de suite. Je n'ai pas négocié, j'ai accepté et j'ai fixé la signature de l'acte de vente dans 10 jours. Tout ce que je possédais tenait dans un camion de déménagement et un garde-meubles. Les meubles sont partis aux enchères, les cadeaux de mariage qui étaient arrivés en avance ont été renvoyés, les photos de fiançailles encadrées ont fini à la poubelle, la table basse que nous avions choisie ensemble a été donnée. Je n'ai gardé que ce qui comptait, mes livres d'ingénierie, mon ordinateur portable, mes vêtements et une seule photo de mon grand-père. C'était tout. À ce stade, mon téléphone avait déjà plus de 200 numéros bloqués. La famille élargie essayant de jouer les médiateurs, des amis d'enfance me disant que j'exagérais et que je devais me calmer, les demoiselles d'honneur de Chloé me demandant si j'étais sûr. Je n'ai rien expliqué à personne. Les seuls qui comptaient étaient ceux qui avaient compris immédiatement. Mon père a d'abord essayé par le biais de l'entreprise. 3 jours après que j'ai retiré les 35 000 €, il est apparu à mon travail. La sécurité a appelé mon poste, il y a un certain Gérard ici qui vous demande. Dites-leur que je suis en réunion. Il dit que c'est urgent, une urgence familiale. Dites-leur de partir ou je vais déposer une plainte pour intrusion. La sécurité l'a escorté dehors. Cet après-midi-là, il a essayé d'appeler le standard 6 fois, mon assistante a bloqué le numéro. Cette nuit-là, Maître Dubois m'a transféré un email de l'avocat de mon père. Il était désespéré. Ils essayaient de faire valoir que les 35 000 € étaient un investissement familial, pas un prêt exigible. Maître Dubois a répondu en 3 phrases, en me mettant en copie, veuillez trouver ci-joint la reconnaissance de dette signée et notariée. Le paiement est dû immédiatement conformément à la section 4.2. Tout contact futur devra se faire par l'intermédiaire de ce cabinet. Plus tard, j'ai appris que ce retrait avait détruit les flux de trésorerie de mon père. Il a dû refuser 2 acquisitions immobilières qu'il avait déjà promises aux investisseurs, les commissions de Romain sur ces accords se sont évaporées. Sylvie a essayé une autre voie, les lettres. De vraies lettres, écrites à la main, envoyées à mon adresse, puis redirigées vers ma boîte postale après la vente de la maison, Adrien, tu détruis notre famille. Ton père est malade, Romain est dévasté. Juste un appel. Tu es irrationnel. Je les ai rangés dans un dossier intitulé « Preuves ». Je n'ai pas répondu. Elle a créé de nouvelles adresses e-mail lorsque j'ai bloqué la principale. Le filtre de ma boîte mail les a envoyés directement dans les spams. Un jour, elle est apparue sur le parking de ma salle de sport, attendant près de ma voiture. Je l'ai vue de l'intérieur, j'ai fait demi-tour et je suis sorti par la porte de derrière. J'ai appelé le directeur et je lui ai expliqué que j'étais harcelé, ils lui ont interdit l'accès au lieu. Chaque tentative s'est heurtée au silence. Alors, elle a commencé à dire aux membres de la famille que je traversais une crise et que j'avais besoin d'une aide professionnelle. Son récit était clair, Adrien est instable, il rejette sa famille pour un malentendu. Certains l'ont cru. Ceux-là ont également été bloqués. Romain a réussi à se faufiler une fois. Il a utilisé le téléphone d'un ami, un numéro inconnu.
Le message est arrivé à 2 heures du matin un samedi, tu vas vraiment jeter 28 ans pour une femme? C'est de la folie, appelle-moi. J'ai regardé ce message pendant 10 secondes. J'ai répondu, je ne jette rien, tu l'as déjà fait. J'ai bloqué le numéro. C'est le dernier message que Romain a reçu de moi. Les relations basées sur la trahison ne survivent pas à la réalité, et je n'ai rien eu à faire pour qu'elles s'effondrent. Par l'intermédiaire de personnes qui ne pouvaient s'empêcher de me tenir au courant, j'ai appris la chronologie. Semaine 3, Romain et Chloé ont essayé de faire fonctionner leur relation, elle a transféré quelques affaires dans son appartement, ils ont publié une photo ensemble sur les réseaux sociaux, ils l'ont supprimée en 48 heures parce que les commentaires sont devenus une guerre. Semaine 5, première dispute publique dans un restaurant. Un ancien camarade d'université était là, il a dit que Chloé pleurait et que Romain criait pendant que les autres clients regardaient. Semaine 7, Chloé est retournée chez ses parents, a changé son statut pour célibataire, a publié une phrase vague sur les personnes toxiques et les signaux d'alarme qu'on ignore. Semaine 9, Romain a été vu ivre dans un bar, parlant de son frère traître qui avait abandonné la famille. L'ironie de la situation semblait lui échapper complètement. Chloé a essayé de me contacter par 6 moyens différents, LinkedIn, un email via un ami commun, une lettre écrite à la main qui est arrivée je ne sais comment dans ma boîte postale. Je n'ai répondu à rien. Elle disait qu'elle avait commis la pire erreur de sa vie. Je m'en fichais complètement. 3 semaines après la confrontation, j'ai déménagé. Nouvelle ville, nouvel appartement, 20e étage, fenêtre du sol au plafond, vue sur l'horizon. Nouveau travail dans une entreprise leader du secteur de la défense et de l'aérospatiale. Le travail était intense, intégration de systèmes satellitaires, contrat de plusieurs millions d'euros, collègues brillants qui ne me jugeaient que sur mes capacités. Premier mois, j'ai dépassé tous les objectifs. 3e mois, j'ai été promu pour diriger un projet classifié. 6 mois plus tard, mon salaire était déjà le double de ce que je gagnais avant. Je ne guérissais pas, je ne tournais pas la page. J'avançais. 1 an après ce dîner, j'étais à une soirée d'entreprise. Nous avions livré un projet important en avance et en dessous du budget. Mon équipe était dans un restaurant chic, en train de porter un toast. Mon téléphone était face vers le bas sur la table, vieille habitude. J'ai senti qu'il vibrait, numéro inconnu. Je l'ai presque ignoré. Presque. Quelque chose m'a poussé à vérifier, c'était un message vocal. Je me suis excusé, je suis sorti et je l'ai écouté. La voix de mon père semblait tremblante, plus vieille que dans mes souvenirs, « Adrien, il faut qu'on parle. C'est important. Ta mère. S'il te plaît, appelle. C'est à propos de la famille. » J'étais sur le trottoir, avec les lumières de la ville se reflétant sur les bâtiments en verre, tenant un téléphone qui me reliait à une vie que j'avais effacée. Derrière moi, à travers la vitrine du restaurant, ma nouvelle équipe riait, mon patron me faisait signe de revenir. Ce message vocal était un test. J'ai regardé le numéro inconnu pendant un long moment. Puis, j'ai supprimé le message et j'ai bloqué le numéro. Quelle que soit la crise, ce n'était plus mon problème. Je suis rentré, je me suis assis avec des gens qui avaient, eux, gagné ma loyauté. Mon collègue Karim racontait l'histoire d'une panne de satellite qui avait failli ruiner le projet. Tout le monde riait, moi aussi. J'ai commandé un autre verre, mais ce message m'est resté en tête. Pas par culpabilité, je n'en ressentais aucune, mais par curiosité. Je voulais savoir à quel point tout s'était mal terminé. Le lendemain matin, j'ai passé 2 appels. Le premier était pour Olivier, mon ancien colocataire à l'université qui vivait toujours dans ma ville natale. Nous étions restés en contact de manière superficielle, il connaissait les grandes lignes, mais ne m'avait jamais pressé de questions. Salut mon pote, petite question, es-tu toujours en contact avec des gens de là-bas? Il y a eu une pause. Tu es sûr de vouloir savoir? Je ne demanderai pas sinon. Olivier a expiré, ton frère a perdu sa carte professionnelle. Il a été dénoncé pour avoir falsifié la valeur de propriété, une enquête a été ouverte et il semble que ce n'était pas la première fois. Maintenant, il travaille comme barman au Murphy's Bar. Il a 28 ans et vit dans sa chambre d'enfant. J'ai absorbé l'information en silence. Et mes parents? L'entreprise de ton père respire à peine. Il veut la vendre, mais il n'y a pas d'acheteur. Ils ont déménagé, ont vendu la maison et sont maintenant dans un appartement en location.
Olivier allait dire autre chose, Adrien, ta mère a été. Je n'ai pas besoin de le savoir, les jeux coupés. Mais merci. Et j'ai raccroché. Le deuxième appel était pour une ancienne collègue, Vanessa, qui était passée dans le conseil et restée connectée au réseau des affaires. Adrien, je n'avais plus de tes nouvelles. Salut, comment se passe le nouveau travail? Bien. J'ai besoin d'une faveur, que dit-on de Romain dans le milieu immobilier? Son ton a changé, oh, tu es déjà au courant. De quoi? 3 gros contrats ont échoué le trimestre dernier. Des références, des appels, des gens qui travaillaient avec ton père. Quand ton nom est apparu dans les conversations, la vraie histoire a commencé à circuler. Quelle histoire? La vraie, pas la version que ta famille racontait. Elle a fait une pause. Le secteur est petit, la réputation fait tout. Ton frère n'en a plus. Quand j'ai raccroché, j'ai compris une chose avec clarté, Romain avait construit sa carrière en s'accrochant au succès des autres, l'entreprise de mon père, ma stabilité, notre nom de famille. Quand j'ai retiré ce soutien, il ne lui est rien resté. Ce même jour, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Je l'ai presque effacé machinalement, mais j'ai vu un nom que j'ai reconnu, oncle Vincent, le frère de mon père, l'un des rares membres de la famille que j'ai toujours respecté. Ton père est en train de couler. Je sais ce qui s'est passé, je sais ce qu'ils ont fait, mais il reste ton père. Y a-t-il quelque chose que tu pourrais envisager? J'ai regardé ce message pendant 5 minutes. J'ai répondu, ils ont eu le choix. Ils l'ont fait. Je ne suis plus leur filet de sécurité. Sa réponse est arrivée rapidement, compris. Et pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Ce message m'a frappé différemment, plus que n'importe quelles excuses de mes parents. J'ai enregistré son numéro. Je ne l'ai pas bloqué. Les tentatives ont continué. Sylvie a obtenu un autre téléphone, elle a écrit à partir d'un nouveau numéro, Adrien, s'il te plaît, nous avons fait des erreurs, mais nous restons ta famille. La santé de ton père. Bloqué en 5 minutes. Romain a envoyé une lettre à mon travail, les ressources humaines l'ont transmise à Maître Dubois avec une note, ceci s'apparente à du harcèlement. Maître Dubois a envoyé une lettre de mise en demeure à la dernière adresse connue de Romain. La lettre a mis fin aux tentatives. Chloé a créé un faux compte Instagram. Elle a essayé de m'envoyer un message privé, son premier texte l'a trahi, je sais que tu ne liras probablement pas ça, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Je l'ai bloqué avant qu'elle ne termine. Un samedi matin, j'étais dans mon appartement, un café à la main, regardant la ville d'en haut. Des promotions, de la reconnaissance, une vie construite à partir de zéro. Et j'ai réalisé quelque chose, je ne me sentais pas victorieux, je ne me sentais pas vindicatif. Je me sentais libre. Libre d'obligations envers des gens qui ne m'avaient jamais apprécié, libre d'être le responsable qui répare les désastres des autres, libre d'une famille où l'amour était conditionnel. Le téléphone a sonné, numéro inconnu. J'allais laisser sonner, puis j'ai vu l'indicatif régional. C'était local, probablement le travail. J'ai répondu, c'est Adrien. Adrien, c'est Douglas, a dit mon patron. Je sais que c'est ton jour de congé, mais il s'est passé quelque chose d'énorme. Le cabinet d'un sénateur veut te rencontrer au sujet du projet de satellite, ils veulent te rencontrer en personne. Ça peut définir ta carrière. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Le téléphone a vibré avec un appel en attente, un autre numéro inconnu, sûrement un autre membre de la famille avec un nouveau téléphone. Adrien, tu es toujours là. J'ai pris une grande inspiration, oui, je suis prêt. J'arrive dans 20 minutes. J'ai raccroché. Je n'ai pas vérifié l'appel en attente. Qu'il continue d'attendre, qu'il reste dans le doute. J'avais un avenir à construire. 18 mois après ce dîner, je me tenais dans un pantouse que je venais d'acheter. Pas de louer, d'acheter. Des fenêtres panoramiques, une vue sur le centre-ville. Un endroit que j'aurais appelé un rêve auparavant n'était plus qu'un banal mardi. La rencontre avec le sénateur a conduit à une audition devant une commission parlementaire sur la technologie des satellites de nouvelle génération. Cette audition a conduit à une autre promotion, de directeur à directeur principal. Mes revenus ont doublé la première année, exactement comme prévu. Le projet de défense aérospatiale est devenu une étude de cas en matière d'efficacité. Ma réputation professionnelle était intouchable.
Je ne cherchais pas de leurs nouvelles, mais l'information trouve toujours un moyen d'arriver. Romain avait 29 ans, il travaillait toujours au Murphy's Bar, il vivait toujours dans l'appartement en location où mes parents avaient atterri après avoir vendu la maison familiale. Quelqu'un a dit l'avoir vu le mois dernier, après sa 4e bière, il pestait contre la trahison familiale. Zéro conscience de soi. Sa carrière immobilière était morte, la suspension de sa carte professionnelle était devenue permanente lorsqu'une autre plainte était apparue. Apparemment, il trichait depuis des années, caché derrière le nom de mon père. Sans cette protection, tout s'est effondré. Vie sentimentale inexistante. La rumeur a couru, Chloé était toujours célibataire. Son travail de coordinatrice d'événements s'est tari lorsque l'histoire a filtré dans le réseau des prestataires. Il s'avère que lorsque vous organisez les mariages des autres tout en détruisant le vôtre, les gens le remarquent. Elle a publié quelque chose sur Facebook il y a 6 mois, un long texte sur les erreurs, le développement personnel et les schémas toxiques. Les commentaires étaient désactivés. On m'a dit qu'elle était sortie avec quelqu'un vers le 10e mois, mais que ça n'a pas duré. Elle demanderait encore de mes nouvelles de temps en temps, les gens ont arrêté de lui donner des informations. Mes parents vivaient dans un 2 pièces en location. L'entreprise de Gérard a complètement fermé, faillite, liquidation des actifs, effondrement total. La vie sociale de Sylvie s'est évaporée, même son groupe paroissial a pris ses distances lorsque l'histoire complète a circulé dans la famille élargie. Ils disaient que je les avais abandonnés pour rien. De moins en moins de gens les croyaient. La famille élargie a fini par choisir son camp, la majorité s'est rangée de mon côté quand ils ont su la vérité. Oncle Vincent est resté en contact, des messages occasionnels sans pression, juste une présence. Le mois dernier, j'étais à une conférence professionnelle dans une autre région. Lors d'une pause café, j'ai vu quelqu'un de familier dans le hall de l'hôtel, Hélène, la mère de Chloé. Nos regards se sont croisés dans l'atrium. Elle avait l'air plus vieille, fatiguée, comme si elle voulait s'approcher mais ne savait pas si elle le devait. J'ai juste hoché la tête poliment et j'ai continué à marcher. 10 minutes plus tard, elle m'a trouvé dans un couloir entre 2 sessions, Adrien. Je me suis retourné, Hélène. Je ne vais pas te prendre beaucoup de temps. Je voulais juste, elle a pris une grande inspiration. Nous n'avons jamais cessé d'avoir honte. Ce que Chloé a fait est impardonnable. Et tes parents, elle a secoué la tête, ils t'ont laissé tomber. On voyait que ses regrets étaient sincères, pas une simple performance. J'apprécie que vous me le disiez, ai-je répondu. Est-ce que ça change quelque chose, a-t-elle demandé. Non. Hélène a hoché la tête, je m'en doutais. Tu méritais juste mieux. J'espère que tu es heureux. Je l'ai regardé, je le suis. Et je le pensais vraiment. Cette nuit-là dans ma chambre d'hôtel, j'ai repensé à la version de moi qui avait failli épouser cette situation. La version qui aurait probablement pardonné à Romain pour le bien de la famille, la version qui serait aujourd'hui coincée, misérable, accablée par des obligations et des loyautés mal placées. Cette version est morte à cette table il y a 18 mois. Et ce qui en est ressorti a compris une vérité fondamentale, vous ne devez aucune loyauté à quelqu'un qui l'a trahi en premier. Mes parents vieilliront en sachant qu'ils ont fait le mauvais choix. Romain vivra toujours en se comparant au frère qui est parti et qui a réussi. Chloé racontera l'histoire de l'homme qui lui a échappé, sans comprendre qu'elle n'a jamais été la protagoniste. Et moi? Je continuerai à construire une vie où ils n'avaient pas leur place. Ils apprendraient les nouvelles par des tiers, mes promotions, mes réussites, peut-être un jour mon mariage, si je me remariais. Ils verraient la vie qui aurait pu les inclure, seulement il n'y aurait pas accès. Je ne voyais même plus ça comme une vengeance, la vengeance implique qu'ils ont encore du pouvoir sur vos émotions. C'était autre chose, c'était une conséquence. Mon vol partait tôt le lendemain matin. À la porte d'embarquement, mon téléphone a vibré. Un autre numéro essayant de me contacter. Je ne prenais même plus la peine de regarder qui c'était, je l'ai simplement ajouté à la liste des numéros bloqués et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais un nouveau projet, une proposition pour un contrat multinational de défense. Date limite, vendredi. J'ai commencé à lire. On a annoncé mon groupe d'embarquement. J'ai rangé l'ordinateur portable, j'ai pris mon bagage à main et j'ai marché vers la passerelle. Derrière moi, cet appel bloqué a atterri sur la messagerie vocale. Un autre message que je n'allais pas écouter, une autre tentative d'accès que je n'allais pas permettre. Certaines portes, une fois fermées,
doivent le rester. Je suis monté dans l'avion, j'ai trouvé mon siège en première classe et j'ai rouvert mon ordinateur portable. L'avenir m'attendait, et pour la première fois de ma vie, il était entièrement à moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Commentaire, je voulais partager cette histoire avec vous car elle touche à une vérité profonde sur la valeur de soi. Parfois, la décision la plus courageuse est de s'éloigner de ce qui nous brise, même si l'on aime les personnes impliquées. Choisir de protéger sa propre paix n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de profond respect de soi. Apprendre à poser des limites fermes est essentiel à notre bien-être. Nous ne sommes pas responsables du bonheur ou des erreurs des autres, mais nous sommes responsables de notre propre guérison. La véritable force ne réside pas dans la capacité à tout endurer, mais dans la sagesse de savoir quand partir pour se reconstruire. La gentillesse la plus importante est souvent celle que l'on s'accorde à soi-même dans les moments difficiles. Construire un avenir serein est un droit que personne ne peut nous enlever. J'espère sincèrement que vous trouverez toujours la force de choisir votre tranquillité d'esprit. Prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.